Fils il va être bon. Hein. Ouais, il va être très très bon. T'en as pensé quoi de son match contre Alcaraz? J'ai trouvé que c'était assez passionnant. J'ai pas tout vu, mais ce que j'ai un peu vu, je le regarderai en différé là. Et déjà j'avais vu à Miami contre Daniel, je m'étais dit wow, le coup droit qu'il a, il a exactement le coup droit de terre battue. Ouais. Il va vite, il est lourd, il peut le jouer en hauteur, il trouve des angles, il va vraiment être chiant. En revers, il est bon aussi. Il a la mentalité de vouloir réussir vraiment, pas comme, je vais dire, pas avec la mentalité française et surtout. Ouais, je pense qu'il va être. Pense qu'il va être très bon. Il a vraiment quelque chose. C'est ça, tu as raison. Mais en fait, ce qui est super intéressant, j'ai trouvé sur le match d'hier, j'ai aimé le 6-4, 5 partout, 0-40 pour Arthur. Oui. Et tu vois la gestion émotionnelle et de solidité, de dureté mentale de Alcaraz à ce moment-là, c'était extraordinaire, je trouvais. Alors, moi, j'ai pas vu ce moment, je vais le regarder, donc je peux pas parler de ce moment-là. J'ai vu juste après pendant quelques jeux. Et tout ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est. Je sais pas ce qui s'est passé pour Arthur Fils à ce moment-là. Est-ce qu'il a un peu tremblé? J'ai vu son interview d'après-match disant qu'il aurait dû plus y aller. Bon, à voir parce que parfois c'est le discours habituel de dire j'y suis pas assez allé. Le 30-40, il a un peu une opportunité, mais franchement l'autre il court partout. Voilà, donc, il y a tout ça et surtout c'est de se dire combien un match, quand on est dedans, et encore plus à ce niveau-là, bien entendu, il y a une emprise, il y a des choses invisibles qui se passent. Ce n'est pas que du tennis, il y a vraiment cette obligation d'avoir une résistance à cette pression, à ces émotions, à devoir… tout le monde sait que là, il y a un moment charnière dans le match qu'il faut prendre. Si tu ne le prends pas, ça va rechanger un petit peu la dynamique du match et c'est probablement ce qui se passe parce qu'il se fait breaker derrière. Et derrière, il enchaîne les points perdus en plus. Il enchaîne les points perdus rapidement, comme toujours, ça se passe. Donc il y a un effet de ce moment-là et ça, c'est dans la progression d'un joueur comme Arthur Fils. Mais je suis sûr que vu où il est déjà à son âge, il va vite l'apprendre à ce qu'à ce moment-là, il faut réussir à, entre guillemets, il faut continuer de jouer, mais en même temps, il faut mettre le pied sur le ballon. En fait. C'est-à-dire que là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se calme. Le temps, il doit être plus long. Donc voilà. Et par contre, ce que je me suis dit quand il a perdu le set, je me suis dit c'est très bien aussi pour lui parce que tout ça, là, dans son apprentissage, c'est des expériences irremplaçables en fait. Et j'étais curieux de voir comment il allait gérer le troisième set. Et même s'il le perd en ayant le break, il ne s'est pas retrouvé à prendre une valise derrière, à prendre 4-0 ou 3-1. Et ça, c'est très positif. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'il a en partie digéré ce qui s'est passé là pour tout de suite se reconcentrer sur le présent. Et ça, c'est des signes quand même qui font des grands joueurs en fait. Parce que tu dois être capable. Ok, tu as toutes les raisons possibles de dire putain, j'ai eu balle de break, si j'avais fait le break, j'aurais gagné. Déjà, tu n'es pas sûr d'avoir gagné derrière si tu fais le break, déjà, parce qu'il faut gérer. Surtout sur terre en plus. Il faut gérer ton jeu de service, ne serait-ce que toi gérer tes émotions, mais gérer aussi la qualité du jeu d'adversaire, parce qu'un Alcaraz là, probablement, il aurait élevé son niveau. Donc, ce qu'il a fait au troisième. Donc, ça veut dire que c'était pas gagné. Contrairement à tout ce qu'on peut attendre, ouais, il aurait fait le break, il aurait gagné. Non, il n'aurait pas gagné le mec. Il n'aurait pas gagné, c'était pas fait. Tu sais pas. Et donc, il a perdu ce set et de nouveau, il était prêt à jouer. Sans se dire justement, ah, j'aurais pu gagner. C'est vrai que ça, c'est très fort. Et ça, moi, je trouve que c'est des qualités mentales hyper importantes. C'est hyper important parce que tu vois, Davidovich, il a gagné son match, je crois que c'était en 8e de finale. Il gagne son match, il a gagné sa balle de match, la dernière. Il y avait 50 minutes d'écart entre la première et la dernière. Ça, c'est fort. Mentalement, ça montre à quel point il faut être présent. Et tu vois, le Alcaraz, tu as vu le troisième set? J'ai vu en partie jusqu'à… En fait, j'ai vu qu'Arthur avait le break. En revanche, donc il avait le break, il menait 3-1, ça fait 3-3 et il se fait breaker à 3-3 ou à 4-3? Ouais, il se fait breaker à 4-3. Il fait une raquette à 4-3. Il se fait 2 fois breaker d'affilée en fait. C'est ça qui est dommage en fait pour lui. C'est qu'il aurait… Ce qui est jamais bon, c'est quand tu as le break, tu te fais breaker et tout de suite derrière, tu te refais breaker dans la foulée. C'est que tu n'as pas réussi à équilibrer.
Donc ça veut dire qu'Alcaraz, là, il a élevé son niveau. C'est ça, oui, en fait, moi, ce que je trouve incroyable, enfin, toi en plus, tu l'expérimentes, tu as un joueur d'un top level qui a battu en plus les meilleurs de tous les temps plusieurs fois, etc. Moi, ce que je trouve hallucinant, en fait, c'est un mec comme Alcaraz. Il a une espèce de densité mentale au troisième set. Tu sens qu'en fait, même si, imaginons, on était à Roland, il perdait le troisième, pas de souci, ça continue. Et ça peut durer 2 heures de plus. Et en fait, ce qui est ouf, c'est cette puissance et cette force mentale d'être capable dans ces moments-là, d'être présent et tu vois, de monter encore le niveau et le monter. Tu vois. Alors oui, complètement. Sinon, il n'aurait pas gagné déjà 3 grands chelems. Et avec un jeu, en fait, qui est sa balle, elle va à une vitesse. C'est monstrueux. Et moi, je dis, quand je rigole avec ça, c'est quand il décide d'appuyer sur le bouton, la balle, elle part laser et ça crée un déséquilibre dans le point tout de suite. Par contre, ce que tu dis, je suis d'accord, il l'a, mais il est aussi capable d'avoir l'autre côté. C'est-à-dire tu ne sais pas pourquoi, ça peut s'effondrer. Et il peut passer à côté. Tu n'as pas l'impression que c'est, par exemple, il va avoir 3-4 semaines où il ne va pas être trop là et après ça revient? C'est complètement J'ai l'impression qu'il est en train de revenir là, tu vois, cette semaine. Il est forcément en train de revenir puisqu'il est là. Et qu'il aurait pu perdre même plus tôt dans le tournoi puisqu'il perd premier set contre Cherundolo, oui. Et il lui met un 0 après. Il met un 0 derrière, c'est d'ailleurs. Comment tu peux mettre 1-0 à Cherundolo sur terre? C'est monstrueux, je trouve. C'est un très gros niveau. Et là, en fait, ils ont un delta entre leur niveau moyen et leur niveau haut. Des mecs comme surtout comme Sinner et Alcaraz, enfin plutôt Alcaraz parce que Sinner il est tout le temps souvent à un niveau haut en fait. Mais Alcaraz il a un delta entre son niveau moyen et son niveau haut qui est énormissime je trouve. Non mais c'est vrai que ce sont des joueurs qui sont incroyables. Et d'ailleurs revenons sur toi, ton aventure avec Daniil. Moi je suis ultra admiratif en fait de tout ce que vous faites parce que là, c'est un moment qui est beaucoup plus difficile. C'était une des questions que je vais te poser aujourd'hui. Comment tu gères un joueur qui a tellement l'habitude de gagner, qui est tout le temps en haut et qui en fait se retrouve à avoir des petites chutes de niveau, il se retrouve à avoir des difficultés même contre des joueurs du top 10, du top 20, il a perdu 1 ou 2 matchs par-ci par-là. Comment vous ajustez en fait mentalement? Parce qu'en plus, j'ai commenté à la Montpellier-Marseille, je l'ai commenté et il essaye, tu sens qu'il essaye, tu vois. Alors, il y a plein de choses. Déjà, il faut une maturité chez le joueur, de se remettre en question, mais de ne pas tout remettre en question. C'est ce qui a été une de ses forces dans sa carrière. Parce que là, tu parles d'aujourd'hui, mais on a déjà vécu ça. Je me souviens en 2019, il a un passage, donc il joue bien en 2019, il fait finale à l'Australie, un peu moins bien au printemps, et sur terre battue, il fait demi ici, il fait ensuite premier tour à Madrid. Non, je dis une bêtise, pardon. Il fait finale à Barcelone, mais derrière, il fait premier tour à Madrid en 3-7. Premier tour à Rome, premier tour à Roland. Ah, contre ses Botwell, c'était ça? Non. Là, c'est contre Pierre-Hugues Herbert à Roland. Premier tour au Queens. Et donc là c'est chaud. C'est chaud en fait. Mais des choses dans les matchs font que si tu analyses avec un peu de recul et en essayant de mettre tes émotions de côté, c'est te dire attends, ok, c'est pas bon. Bien sûr qu'il y a des choses à travailler, bien sûr que c'est pas satisfaisant, mais c'est pas non plus catastrophique. Tu as une période où il y a des turbulences. Tu prends pas 2 et 2 non plus. Il faut gérer. Il ne faut pas se rendre dingue, etc. Et Daniil a cette force-là, a eu cette force-là de ne pas tout remettre en question. Et donc ça permet de travailler, ça permet de continuer en fait. Et de ne pas aller dans tous les sens. Et donc finalement, c'est comme sur un match de tennis en fait. Regarde, je prends l'exemple. Tu joues un point, tu le perds, un point accroché par exemple. Et tu as le choix soit de devenir dingue et de baisser ton niveau parce que tu deviens dingue en fait. Et donc là, effectivement, ça peut être la crise, mais pas parce que ton niveau à la base, à l'origine n'est pas bon, c'est juste que toi, tu l'as mal géré en fait. Tu as mal géré le fait d'avoir perdu un point. Donc ça a été une de ses forces, c'est d'avoir plutôt bien géré les défaites. En fait, il est capable de choisir dans quelle direction psychologique il veut aller et il choisit souvent la meilleure. Je ne sais pas s'il le choisit ou si ça se fait aussi naturellement. Mais disons que ça, c'est une de ses forces. Après, là, aujourd'hui, on n'est pas dans la même période de sa carrière. Donc oui, ça peut faire rentrer le doute, clairement. Mais il a eu, je dirais, cette force aussi après, au moment de Marseille, Montpellier, enfin Marseille, Rotterdam, etc. Il ne jouait pas bien du tout. Franchement, c'était tiré par les cheveux. Mais il a eu cette
on a eu cette force. Je me souviens d'entraînement après Rotterdam. J'ai eu 2 jours d'entraînement où, en gros, là, c'était, je me souviens de lui dire, Daniel, il n'y a plus de ligne de cours. Il y a un filet, ça oui, mais il n'y a plus de ligne. Ça veut dire que ce que je veux, c'est que en fait, tu t'engages dans toutes tes frappes. Et je m'en fous si ça va 2 mètres derrière. Ouais. Je m'en fous. Ce que je veux, là, tes matchs à Rotterdam, tu t'es accroché et ça, c'est bien. Ça t'a permis de gagner un match, de pouvoir peut-être gagner un 2e match. Mais au niveau du jeu, c'était pas bon pour ces raisons-là. C'était un peu rikiki, pas engagé, etc. Là, j'aimerais que tu puisses te libérer, que tu trouves quelque chose où de nouveau tu te déploies dans la frappe. Mais il faut gérer la non-confiance des matchs perdus. Et donc, j'ai su réussir à faire que ces entraînements se passent sans la crise de confiance, c'est-à-dire où chaque frappe ratée ne soit pas un drame, et qu'ils puissent travailler quelque chose, mais sans vouloir travailler. Parce que là, c'est dur de dire à un joueur qui est pas bien, dire allez, on va travailler ça et ça. J'ai su trouver l'objectif qui lui permettait d'être libéré, d'y aller, de faire ce qu'il avait à faire, de travailler quand même sans s'apercevoir qu'il travaillait. Il l'a fait à la fin des 2 entraînements. Je m'étais dit, putain, on a bien géré. On sort bien de ces 2 jours. Et ça a eu un impact pour Marseille, où bien sûr, ce n'est pas satisfaisant, il perd en demi contre Medjedovic, mais c'était une construction en fait. Et il faut être capable, même si il a gagné beaucoup de titres, même s'il a été numéro 1 mondial, de aussi être capable de dire ok, c'est une période comme ça, mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Il faut analyser, progresser pour retrouver du niveau. De toute façon, sinon, tu t'arrêtes et tu pleures. C'est super intéressant ce que tu dis sur le fait que tu lui dis qu'il n'y a pas de ligne. Et je trouvais que j'étais en Rotterdam, il s'engageait beaucoup. Tu vois, il mettait beaucoup d'intensité dans les frappes. Je trouvais qu'il essayait d'être plus agressif et monter plus au filet, etc. C'était assez intéressant. Là, je suppose, bon, là, les cartes sont un peu rabattues sur terre. Tu ne peux pas non plus suragresser. C'est différent. Après, c'est dommage, c'est que, comme je disais, les efforts fournis dans cette période difficile, Marseille, Rotterdam, et même, je dirais, Dubaï, parce que Dubaï, il aurait pu mieux faire. Il a balle de match contre Grisport. S'il gagne, un Daniel qui gagne des matchs, c'est un Daniel qui s'enflamme et qui, sans forcément changer des choses dans son jeu, retrouve sa confiance et de nouveau son jeu devient efficace. Donc ça a été une période difficile, mais on construisait, ça a donné ses fruits à Indian Wells. Malheureusement, on a perdu un tournoi à Miami, il s'est fait mal au dos. On arrive sur terre dans ces conditions-là. On a bien bossé. Je trouve qu'il a fait 2 matchs intéressants ici, pour lui, clairement, avec de nouvelles choses sur terre battue qui laissent supposer qu'il peut progresser et faire des choses. Après, il se prend une raclée contre De Minaur. Eh bien, là aussi, en tant qu'entraîneur, c'est d'analyser les raisons et de se dire, ok, on repart à l'entraînement. C'est top, un match comme ça te montre qu'il y a des choses à faire mieux à tous les niveaux. Et allons-y, en fait, il n'y a que comme ça que tu peux être tous les jours positif et faire mieux. Pour les gens qui nous écoutent, au moment où on parle, donc Daniil a pris une raclée, comme tu dis, contre De Minaur 2-2, et derrière, De Minaur a gagné 2 bulles contre Dimitrov. Donc c'est juste pour mettre un petit élément de contexte. De Minaur est impressionnant, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qui change pour toi chez De Minaur ? De ce que tu vois dans l'évolution de son jeu, qu'est-ce qui en fait quelqu'un qui d'un coup sur terre battue est capable d'exploser des grands joueurs comme Daniil ou Grigor ? Déjà, par exemple, je ne sais pas comment jouer Grigor, mais tu vois, Daniil, je trouve qu'il jouait trop tendu, par exemple. C'est-à-dire que Daniil n'a pas la vitesse de balle pour transpercer De Minaur, transpercer la défense ou les jambes de De Minaur, qui est un très bon coureur et un très bon contreur. Et qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est un super attaquant. Dès qu'il a l'opportunité, il se jette dedans, il y va. Et sa balle, elle transperce l'air. Et tu as joué au tennis, j'ai joué au tennis. Quand tu joues ici sur certains joueurs, en fait… hauteur de hanche, c'est cadeau. Ils sont hyper forts. Et il suffit de changer de hauteur et ça transforme l'efficacité de leur jeu. Voilà. Et je pense que ça n'a pas été assez exploité par Daniil ou assez bien. Parce que si on se reprend des moments du match, moi j'ai réanalysé le match, il y a des moments où il se met à le faire et ça abaisse un petit peu l'efficacité de De Minaur. Ça ne veut pas dire qu'il va rater toutes les frappes, on ne parle pas de ça, mais ça va permettre de rééquilibrer l'échange au moins. Rééquilibrer l'échange, s'ouvrir d'autres opportunités d'attaque.
et pas de contre, pas se faire contrer. Et voilà ce qui n'a pas été assez fait et assez bien fait quand ça a été fait. Et De Minaur aussi, très bon, il a très bien neutralisé à certains moments aussi en jouant long. Hein. On ne parle pas de ça à certains moments, mais la terre battue. Alors oui, il faut trouver des angles. La longueur, c'est la vie. Hein. Mais la longueur. Ouais. Parfois, les joueurs, même des joueurs à ce niveau-là, tu as envie de dire, mais juste là, il n'y a pas besoin de tactiquement, comment il faudrait que je joue plus long. En fait, fais le même coup, mais au lieu qu'il soit 1 mètre derrière la ligne de service, fais le même plus long. Donc, bah oui, sur terre, si tu utilises de la hauteur. Tu vois, ça c'est mon expérience de joueur. Je trouve que jouer très long au tennis, c'est ce qui est quasiment le plus dur. Je trouve que c'est un peu plus facile de mettre des angles, tu vois, varier court, machin. Je vois ce que tu veux dire. Et je trouve que la longueur, en fait, ça implique que tu te mets toujours à la limite de trop en faire. Tu peux te mettre en tout cas dans cette limite-là. En tout cas, moi avec mon jeu, comme tu m'as vu jouer, tu as vu, je m'engage beaucoup en coup droit. Il fallait vraiment que je me mette dans cette limite un peu. Il faut frapper fort, mais juste le dosage qu'il faut pour être à un demi-mètre, 1 mètre de la ligne. Je suis d'accord. Et en même temps, alors encore plus sur terre, sur dur, tu n'as pas ce même. Oui, tu as besoin de longueur, mais t'as pas ce même, tu ne peux pas la trouver de la même manière en fait. Je trouve que la terre, l'intensité fait qu'à certains moments, on se tend beaucoup et qu'on perd cette élasticité ou cette fluidité dans la balle qui te ferait déjà gagner de la longueur en fait, que tu as plus au fur et à mesure du match parce qu'en fait, tu as passé ton temps à gratter la balle, à mettre de l'intensité que tu as une contraction qui libère plus ton cou. Ça crame physiquement, nerveusement. Et donc il faut surveiller ça. Je trouve quand même que si tu te concentres sur la hauteur et si tu arrives justement à t'engager à minima, tu as quand même une longueur qui te protège beaucoup. Et De Minaur a été capable de ça. J'ai revu le match où à un certain moment, Daniil faisait des bons coups et De Minaur le neutralisait bien, retrouvait de la longueur. Et ce que De Minaur faisait d'être capable de mettre de la longueur sur de la longueur, Daniil faisait sur de la longueur, il raccourcissait. Et De Minaur est très, très bon pour faire la transition défense, contre et attaque. Et voilà. D'ailleurs, je me demande, dernière question, parce que je crois que tu vas devoir y aller après. Non, on continue encore sur. Mais un joueur comme Daniil, super intéressant, tu parlais de varier les hauteurs de balle. Un joueur comme Daniil qui, on rappelle aux gens, je dis tout le temps aux gens sur Internet, jouer à plat au tennis n'existe pas, il y a toujours un peu de main, il y a toujours un peu de marge, etc. Mais Daniil a globalement un jeu qui est moins haut que d'autres, qui est un peu plus horizontal, on va dire. Comment tu varies en fait les hauteurs avec son style de jeu? Très facile. Alors, déjà, en coup droit, il est capable de gratter. Il fait tourner quand même en coup droit. Il est quand même capable. Et encore plus, au fur et à mesure des années, il s'est rendu compte, là notamment cette année où je trouve qu'on est bien entré dans notre préparation sur terre battue, il a été capable de trouver ces nuances de hauteur. Moi, avec Daniil, j'utilise des… pareil, c'est des noms de code comme ça pour faciliter l'échange. On a une trajectoire 1, trajectoire 2, trajectoire 3 et on a découvert des nuances, trajectoire 1,5 par exemple, où ça correspond à un type de hauteur avec un type de vitesse aussi. C'est important d'avoir ces codes-là et je trouve qu'il est capable d'avoir un panel beaucoup plus étoffé qu'avant. Et il s'est rendu plus disponible aussi pour se rendre compte qu'il en avait. Ensuite, donc le coup droit, je vais dire, c'est assez facile de jouer haut, il peut la gratter. En revers, même s'il va moins la gratter, il est capable de jouer haut aussi. Et d'ailleurs, c'est on peut le voir si on se met sur le côté du court, là, quand j'étais sur certains matchs sur le central, au retour. Il a une belle hauteur en retour. Hein. Pas toujours. Pas toujours. Alors, il y a des moments, il le fait exprès de ne pas jouer haut pour jouer court parce que ça peut être aussi chiant de se retrouver avec une balle dans le carré de service à devoir attaquer ou relever, etc. Mais quand il jouait long, à chaque fois, c'est qu'il jouait plus haut. Parfois, il n'en a pas conscient. Et moi, mon but, c'est de lui rappeler, regarde, ce retour, il est extraordinaire pour une raison en fait. Parce qu'elle est longue. Mais elle est longue pourquoi? Parce que tu passes à 1,50 m, 2 mètres au-dessus du filet. En fait, il y a des choses qui sont ultra simples. Même au plus haut niveau, c'est ça qui est passionnant. Même au plus haut niveau. Et quand tu as un Karen Khachanov qui est prêt à te bombarder la gueule, tu as intérêt à retourner long. Parce que et un De Minaur, c'est pareil. Enfin, tous ces mecs-là, enfin, tout le monde en fait. Le niveau actuel, les mecs, déjà, ils font tous 1,90 m, ils sont tous costauds, et ils ont tous des belles techniques, donc ils sont tous capables de te sauter à la gorge non-stop. Donc là, forcément… Et en fait, c'est des principes. Tu vois, c'est des principes de base qui marchent à tous les niveaux. Mais ce que j'ai aimé, c'est que tu nous disais, on a fait un Q&A avant avec Technifibre, tu disais qu'en fait, fondamentalement, il y a des différences évidemment entre entraîner un joueur amateur et un joueur professionnel, mais il y avait plein de liens.
et c'est Oui. sur la façon d'entraîner. Ouais. Et ça j'ai trouvé ça fun que tu rappelles, mais qu'en fait, ce qu'on fait à haut niveau, c'est possible de le transposer en bas. Complètement. Moi, c'est ce que je fais avec les joueurs amateurs que j'entraîne. Je les entraîne exactement comme s'ils étaient 400 mondiaux et qu'ils voulaient progresser. J'ai vraiment cette approche-là. J'ai fait la même chose que toi, j'ai entraîné des amateurs. J'ai le souvenir d'une personne qui était à combien elle était? Elle était à 15 et elle est montée de 6. C'était un plaisir pour moi d'entraîner, tout simplement parce qu'il y avait une volonté de progresser. Ça, je tiens à le rappeler pour les entraîneurs ou les joueurs. Je suis entraîneur de haut niveau, mais entraîner quelqu'un qui a envie de s'entraîner, j'adore ça. J'adore ça. Et j'entraînais. C'est le plus agréable. Comme je te dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'arrive sur mon cours avec mes idées d'exercice, de séance pour faire progresser. Voilà, parce que j'aime ça, tout simplement. Dernière question, parce qu'on doit rendre le terrain. Un truc j'ai eu l'idée de cette question tout à l'heure dans l'échange qu'on a eu. Tu disais que quand tu es arrivé aux États-Unis, tu avais 17 ans, tu étais 15-5. Ouais. Et en fait, là, tu te retrouves en train des meilleurs joueurs du monde. En tant qu'entraîneur, tu as gagné un grand chelem. Comment on fait quand on a zéro connaissance, par exemple? Je parle d'un point de vue sur la technique. 15-5, tu ne connais pas le tennis à ce moment-là, etc. Comment tu as réussi à te former en fait, au fur et à mesure, pour te retrouver en position après, d'entraîner un des meilleurs joueurs du monde et de le faire évoluer? Alors, ça, c'est passionnant parce que tu avais des connaissances qui devaient être assez basses au début. Comment tu as développé ça? Alors, pour tous les gens qui me demandent, des gens qui sont des jeunes entraîneurs qui sont 15, 5, 6, qui rêvent d'entraîner un peu. J'ai eu la chance, je pense, d'être habité par déjà une détermination à toute épreuve. Vraiment, et ça, en fait, ça a été mon moteur qui m'a permis d'affronter toutes les difficultés et notamment une des difficultés, par exemple, qui peut être la non-connaissance, si on parle sur ce principe-là, fait que comme j'ai un objectif, que je suis déterminé, vraiment déterminé, parce que parfois on peut dire oui j'ai envie de faire ça, mais en réalité t'as pas. Les épreuves te montrent que tu n'as pas envie de faire ça. Parce que finalement à la moindre épreuve tu t'écrases, tu sors du truc. Ça n'a pas été mon cas. Donc forcément si je voulais arriver à ça et que j'étais limité là par des connaissances ou par plein d'autres choses, ben, je me disais ok il me manque tel élément, il faut que je puisse l'apprendre en fait. Donc j'étais ouvert à quoi à l'époque? D'entraîneurs, de rencontres. Mais je le dis aussi, quand tu es déterminé pour quelque chose, comme par hasard, en tout cas pour moi, il y a des rencontres qui se font pour t'aider à aller là où tu veux, quand tu es bien aligné avec ce que tu veux. Bien sûr. Et donc j'ai côtoyé des entraîneurs dont j'ai pris ce qu'ils m'apprenaient. Et puis bon, après, peut-être que j'étais pas trop con non plus pour pouvoir… Oui, parce qu'il faut prendre les infos, les filtrer, les utiliser aussi après. Je dirais que là, aujourd'hui, avec ce que on m'a apporté, évidemment, mais je dirais aussi que il y a peut-être une partie de moi qui était aussi faite pour ça, tu vois, je dirais le tennis, mais l'entraînement en général. Je le vois dans d'autres sports, comment je m'intéresse à d'autres sports et en tant qu'entraîneur. Je pense que je comprends l'entraînement et la technique ou la biomécanique, même si j'estime qu'il y a des gens qui sont bien plus forts que moi sur apprendre la technique ou des choses comme ça. Tu me demanderais d'apprendre la technique à un jeune de 8 ans, je te dirais là c'est probablement pas mes compétences. Je trouve que c'est pas le même métier. Par contre, j'ai des expériences avec d'autres jeunes où je me suis occupé de leur technique et où finalement c'était des challenges parce que je me disais est-ce que j'aurai les compétences? Mais le problème que tu dois résoudre finalement t'oblige à réfléchir et à construire ces compétences. Donc voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça en fait. Écoute, merci beaucoup Gilles une nouvelle fois. fois. C'est le troisième qu'on fait ensemble. C'est le troisième. C'est toujours, toujours aussi cool. Bravo pour ce que tu fais. Je trouve ça à chaque fois vraiment, à chaque fois je me pose devant, je me dis waouh, c'est énorme. C'est gentil, mais c'est beaucoup plus facile de faire ce que je fais par rapport à ce que tu fais toi. Parce que gérer Daniel au quotidien pendant 7-8 ans, arriver à faire durer le truc, ça c'est admirable, je trouve. Merci. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup.